Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Radio Parlons Laïcité. Parlons Laïcité, vous avez l'habitude de la faire le premier jeudi de chaque mois et aujourd'hui, on n'est pas le premier jeudi du mois, on est le vendredi 8 novembre. Et oui, on a dû décaler l'émission qui avait dû avoir lieu hier. On expliquera pourquoi pendant l'émission, parce que notre invité avait un événement tout à fait particulier hier, mais elle nous dira quelques mots un peu plus tard. Donc voilà, nous sommes du coup dans un nouvel espace, l'espace des Deux Bois, voilà, au Bois Sauvage, quartier Bois Sauvage, à Évry-Courcouronnes, qui nous accueille aujourd'hui exceptionnellement. Donc merci en tout cas à eux et à la maison de quartier de nous accueillir pour cette émission. Et donc aujourd'hui, notre invité, c'est Fahimeh Roubiol, qui va nous parler de que se passe-t-il en Iran et en Afghanistan. Et puis aujourd'hui, on aura François-Joseph qui va faire l'interview verse. Salut François-Joseph. Bonjour. Notre Jean-Cri intergalactique est sur une voie stratosphérique, mais viendra se décaler sa fusée un peu plus tard dans l'émission. Mais vous inquiétez pas, même s'il est un tout petit peu en retard, il arrivera et vous aurez les caricatures comme d'habitude pendant l'émission. Parlons laïcité. Merci donc à chacun, chacune, ça a été déjà dit. Merci à Fahimeh Roubiol d'avoir répondu positivement à notre interrogation et à notre sollicitation. L'actualité s'emballe de la plus mauvaise des façons qui soit. Elle nous laisse interrogatifs et inquiets. Nous comptons effectivement sur vous pour nous donner quelques réponses qui puissent ou moins nous pacifier ou bien nous éclairer sur un avenir que nous espérons plus serein. Alors nous, vous l'avez ici, nous sommes les réseaux d'échange réciproques de savoir. Nous sommes des petits colibris de la laïcité, des objets laïques non identifiés qui, chaque jour, travaillons du lundi au samedi à faire des affiches, à faire des groupes de lecture, à faire des interviews, de façon à ancrer et à répandre plus principe ce principe de cette loi de 1905 auquel nous sommes tellement attachés. Votre présence, effectivement, nous encourage à nous perfectionner et à aller plus loin. Donc, Mme Roubiol, franco-iranienne, est une ancienne ingénieure nucléaire en Iran, commissariat à l'énergie atomique. Déjà, Iran et atomes sont un sujet déjà délicat et aussi d'actualité. Chargée de cours en leadership, en négociation et résolution de conflits à l'ESSEC Business School, à l'École nationale d'administration, jusqu'en 2016, à la Sorbonne, à Cergy, à Nantes, à Téhéran, à Kaboul et au Liban, à l'Institut catholique de Paris, à Sciences Po et l'École de guerre, tous ces lieux où se décide le monde de demain. Avant le retour des talibans au pouvoir, Mme Roubiol a contribué à renforcer la capacité des femmes afghanes, députées, sénatrices, activistes, etc., afin qu'elles participent de manière plus significative à la gouvernance de leur pays et au processus de paix enclenché. Chargée de cours à l'Université de Kaboul, elle a enseigné aux étudiants du programme de maîtrise en études sur le genre des femmes. Elle est vice-présidente du club France-Afghanistan et depuis plusieurs années, secrétaire générale de l'association Au cœur des mots. Pour ceux que ça dit quelque chose, ACDM, à Monaco, et dont le prince Albert II est le président d'honneur. Elle est l'auteur du livre best-seller « Femmes, vie, liberté, parlons-en », publié en français et en persan aussi, mais ça un peu plus tôt, en 2024. Belle année pour Mme Roubiol, puisque récemment décorée des insignes de chevalier de la Légion d'honneur et remarquée pour le prix de la laïcité. Je vous laisserai, madame, le temps d'en parler. La première question de chacun et chacune ici, c'est pourquoi ce livre ? Alors, merci de m'avoir invité pour cette émission. Merci pour toutes celles et ceux qui sont présents. Mais juste avant de vous répondre pourquoi ce livre, je voudrais parler d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Orhu Daryoi. C'est une étudiante iranienne de la littérature française à l'université en Iran. Elle est mariée avec 2 bébés. Et puis, elle a été tellement malmenée parce qu'on a dit que son hijab était mal porté à l'entrée de l'université, qu'elle a tout enlevé. Et à partir de ça, elle a été arrêtée. En ce moment, elle est dans un hôpital psychologique. Et
qu'on veut prouver qu'elle est malade mentale. Toute connexion avec ses parents sont interdites. Et on est extrêmement angoissé de ce qui se passe et ce qui va se passer. J'ai mis sa photo et à côté, j'ai mis un tableau extrêmement important qui s'appelle « La vérité sortant des puits », qui a été peint en 19e siècle, qu'on espère, avec cette fille, finalement, la vérité sur l'Iran va se ressurgir, et puis que l'opinion internationale soit encore plus sensible à la situation des femmes en Iran. Maintenant, pourquoi ce livre ? Alors, un complément dans votre présentation, non seulement j'ai travaillé dans le nucléaire iranien, j'ai fait toutes mes études en Iran. Vu que personne n'est parfaite, je suis mariée à un Français. On vivait là-bas une vie formidable. Et lorsque la révolution est arrivée, pendant que Imam Khomeini était ici, choyé par le gouvernement de M. Giscard d'Estaing, mon époux était malmené comme beaucoup d'étrangers en Iran et qu'il a été obligé de quitter l'Iran. Et moi, j'étais obligée, quelques semaines après, de partir avec ma fille qui avait 18 mois. Donc, ce livre, non seulement va parler de ma vie et tout ce que j'ai vécu et toutes mes observations sur l'Iran avant mon départ, mais ça parle également de vie d'une femme ingénieure qui avait une tête pleine, mais qu'en arrivant dans un pays où elle ne connaissait pas la langue, elle ne pouvait plus travailler dans le nucléaire parce que c'était interdit par mon origine, il fallait tout commencer de zéro, y compris apprendre la langue et apprendre les codes pour travailler sur les ordinateurs, pour trouver un autre job parce qu'il fallait finalement manger. Alors, beaucoup de personnes, je travaillais beaucoup, comme vous l'avez dit, monsieur, sur l'Afghanistan. La raison pour laquelle c'était quand je travaillais ici sur la négociation, gestion de conflit et leadership, je me suis dit à un moment donné, il faut que je traduise tous ces outils-là qui sont extrêmement performants pour les emmener dans un pays où les femmes en ont besoin. Parce que les femmes, elles savent tout ce qu'elles veulent, mais elles leur manquent des méthodes. Donc c'est comme ça que je leur ai apporté la méthode et mon objectif était les femmes leaders afghanes, les députés, les sénatrices. Depuis 2009 jusqu'à 2019, tous les ans, parfois 2 fois par an, j'étais en Afghanistan pour cela et, comme vous l'avez dit, j'ai enseigné à l'université de Kaboul. Je faisais beaucoup de conférences pour plaidoirie sur les femmes afghanes. Donc, à chaque fois, on me demandait, mais pourquoi vous n'écrivez pas un livre ? Et chaque fois, je leur disais, je ne vois pas une utilité. Pourquoi je disais ça ? C'est parce que mon travail, non seulement était en nucléaire en Iran, mais après, une fois que je me suis naturalisée, j'ai commencé à travailler au commissariat à l'énergie atomique, où j'ai travaillé pendant 27 ans, jusqu'à 2007. Et vous comprenez bien que je ne pouvais pas, j'avais un devoir de réserve pour ne pas parler de l'Iran. Donc, je ne voulais pas parler d'écrire un livre à moitié. Alors, ce qui m'a mené pour écrire ce livre-là, c'était ce qui s'est passé en 2021, avec l'arrivée des talibans, où vous avez tous vu ce qui s'est passé à l'aéroport de Kaboul. Et les femmes que j'avais aidées demandaient « aidez-nous », parce que c'était des députés, c'était des sénatrices, c'était des ministres, « aidez-nous de partir parce que sinon, on va nous tuer ». Donc, ça m'a créé un tel traumatisme que je me suis dit « mais je ne peux pas autrement que les aider pour venir ici ou ailleurs, mais commencer à écrire ». Deuxième événement qui m'a convaincu qu'il faut que j'écrive un livre, c'était l'année après, avec l'assassinat de Mahsa Amini, la petite jeune femme iranienne du Kurdistan, qui quand elle vient à Téhéran pour rendre visite à sa famille, elle est arrêtée et puis elle est morte par ce qu'ils lui ont fait parce qu'elle portait mal son voile. Donc avec ces 2 choses-là, je me suis dit, parce que j'enseignais également à l'université de Téhéran tous les ans depuis 2009 jusqu'à 2019, parfois 2 fois,
aux étudiants de la faculté d'ingénieurs de l'université de Téhéran, je me suis dit, maintenant, il faut choisir. Soit tu vas retourner en Iran, continuer enseigner à tes étudiants, voir ta famille, voir l'Iran, c'est un pays merveilleux, ou bien tu restes ici pour défendre à distance la voix de celle qu'on n'entend pas. C'était une décision difficile, mais je l'ai fait en commençant par écrire ce livre. Donc c'est pourquoi il y a 3 parties sur l'Iran d'un côté, sur la France de l'autre côté, où j'apporte tous mes défis et mes succès également, et la vie d'une femme qui doit travailler et puis arriver à un haut niveau de management. Et puis après, l'Afghanistan, avec tout ce que j'ai vu, les élections, les femmes qui votaient, cette émancipation, ces étudiants qui voulaient apprendre, une vie pendant 20 ans qui était extraordinaire pour les femmes à ce niveau-là. Alors pourquoi, chère madame, plaidoyer le combat des femmes en Afghanistan et en Iran? Alors, la raison pour laquelle, c'est que il y a 20 ans, l'ONU a fait une résolution en disant que si les femmes participent davantage en nombre et en participation active dans les processus de paix, la paix où la femme est à la table de négociation va être une paix qui va être durable. Donc, il faut impérativement que les femmes participent davantage en nombre et en efficacité à la table. Mais depuis 20 ans, ce qu'on voit, malgré cette résolution, c'est que la situation des femmes dans le monde entier ne s'est que dégradée. Ne s'est que dégradée partout. Vous voyez, même y compris aux États-Unis, avec la remise en cause de choix d'avortement. D'accord ? Et donc, pour moi, il était extrêmement important de dire, maintenant que les talibans sont là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les femmes dans une situation comme ça pour qu'ils soient complètement condamnées dans le 4 murs de leur habitat. Pourquoi l'Afghanistan ? Je voudrais quand même faire un petit résumé sur l'aspect géopolitique de l'Afghanistan et puis ses richesses qu'il a, qui quelque part la condamne à toutes ces difficultés-là depuis 60 ans. C'est un pays qui est entouré par le Pakistan, le Tadjikistan, par l'Iran, Turkménistan, Ouzbékistan et une petite 76 kilomètres de frontière avec la Chine. C'est un pays qui est extrêmement riche en tout ce que vous pouvez imaginer, cuivre, fer, zinc, or, platine, argent, et surtout, et beaucoup de pierres précieuses, uranium, pétrole, gaz. Donc vous voyez un pays comme ça, qui est géopolitiquement dans un endroit entouré extrêmement important, et regorgé de toutes ces ressources, il est très, très convoité. Et ce qui explique en partie pourquoi depuis 60 ans, ces pauvres gens-là n'ont pas eu le plaisir d'avoir la paix. Une autre chose qui est extrêmement importante, au niveau mondial, vous savez que le lithium est extrêmement important pour tout ce qui est technologie. C'est un pays qu'on appelle la Saoudie de lithium. C'est-à-dire il y a tellement de lithium que tout le monde voudrait aller et je ne peux pas employer un autre mot, qui piller tous ces lithiums-là. Donc, avoir un gouvernement démocratique ne va pas accepter qu'on aille là-bas et on pille toutes les choses et on revient. Donc, d'avoir quelqu'un comme les talibans, c'est une très bonne chose, quelque part, pour les Chinois qui veulent aller piller. Et ils ne se rendent même pas compte de l'impact de tous ces minéraux. À partir du moment qu'on les laisse tranquilles, je parle des talibans. Voilà. Donc ça explique un petit peu ces enjeux-là. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose pour contrer les talibans. Et cette chose-là était en 2 parties. 1,
de dire ce pays, depuis quand même au début du XXe siècle, avait une situation que les femmes avaient un tout petit peu les droits de s'émanciper, aller à l'école, à l'époque de Amanullah Khan et après Zahir Shah, et après, lorsque les communistes sont arrivés, les femmes pouvaient aller à l'école. Le hijab était, il ne faut pas porter de hijab en public. Il y avait des femmes sénateurs, il y avait des femmes médecins, etc., etc. Le malheur des femmes afghanes a commencé le jour que les Moudjahidines, aidés par les Américains, sont arrivés, et puis après, les talibans. Donc, la descente à l'enfer des femmes afghanes a commencé depuis, et ça n'a pas arrêté. À l'époque des talibans, elles ont été empêchées d'aller à l'école, d'avoir un travail, de sortir, d'aller au parc, même avoir des chaussures qui faisaient des bruits dans la rue était interdit. Il fallait impérativement être avec un homme. Même le bain public était considéré comme interdit parce que c'est un signe de socialisation de femmes. Et donc, c'était totalement interdit. Maintenant, avec l'arrivée des talibans, on a un retour complet à la même chose. Donc, autant que pendant ces 20 ans de notre présence sur le sol, avec 34 pays quand même, on est allé en Afghanistan pour leur apporter la démocratie, les droits des femmes, on allait récupérer Ben Laden, mais quand même, on allait créer la démocratie, un État comme il faut, etc. Mais aujourd'hui, toute cette petite fille qui allait à l'école, pendant ce temps-là, les universités qui ont été créées, les parlements qui ont eu les femmes, etc., etc., tout est arrêté. Dans les écoles, maintenant, vous voyez sur cette image-là, les talibans, ils font leur sieste dans les classes, si ces classes-là n'ont pas été converties aux classes des garçons, pour qu'on leur apprenne l'idéologie des talibans pour en faire d'autres petits terroristes. Voilà. Donc, mon souci était d'un côté ça. De l'autre côté, des femmes ont commencé quand même, les femmes ne pas rester les bras croisés pour dire les talibans arrivent, donc on est bien d'accord. Elles ont commencé à manifester dans les rues. Mais il y avait très peu d'hommes qui l'aura soutenu. Donc, ces manifestations ont été opprimées avec violence, et on a aujourd'hui, et on en connaît, des personnes des femmes qui ont été emprisonnées, violentées, torturées par les talibans. On a essayé d'aider un certain nombre de ces femmes-là. Certaines sont là avec leur famille, d'autres au Canada, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, on essaie un petit peu de les aider pour leur rendre la vie un peu plus agréable. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est de plaidoyer que ce qui se passe en Afghanistan, c'est pas normal. Et que ce qui se passe en Afghanistan, avec 165 procédures depuis mi-août 2021 par les talibans, et après, depuis juin dernier, où il y a 114 pages des lois qui disent le visage de la femme et sa voix est une aurat. Aurat en arabe, ça veut dire il est considéré comme sa partie intime de son corps. Donc, il ne faut pas que ça se voie. Et là, le dernier, de 26 octobre, il dit que les femmes ne doivent pas parler entre elles. Il faut chuchoter. Et si les femmes désobéissent à ces règles-là, elles risquent d'être empoisonnées. Et une fois elles sont en prison, puisqu'il n'y a pas de prison partout, ils vont les mettre dans la main de représentants, de ministres de promotion de vertu et prévention de vices, chez eux, en attendant qu'ils soient jugés. Mais ces chez eux-là, eux-mêmes sont des trafiquants.
c'est des groupuscules terroristes. Et ce qui va se passer aux femmes, on ne peut pas imaginer. Voilà ce qui se passe. Donc on a dit, il faut aider les femmes. Ici, il faut aider les femmes pour qu'elles sortent, parce ça fait 3 ans qu'il y a des femmes policières, journalistes, artistes, juges, qui sont cachées depuis 3 ans, parce que si elles sortent, elles vont sûrement être tuées. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre côté ? Il faut impérativement attirer l'attention de la communauté internationale pour que le crime contre l'humanité et apartheid de genre soit reconnu en Afghanistan. Et alors, on revient sur l'Iran. Alors, pour l'Iran. Comment l'Iran gère ses relations internationales en tenant compte de ses alliés, de ses ennemis, son positionnement. Et l'Iran était au centre de nombreuses tensions internationales, notamment au sujet de son programme nucléaire. Voilà. Là, on va être doublement interrogé. Pour l'Iran, j'ouvrirai quand même une parenthèse pour dire qu'en Iran aussi, au début du XXe siècle, comme Amanullah Khan en Afghanistan, comme Atatürk en Turquie, il y avait cet élan de laïcité, de la démocratie, et puis les droits des femmes, pour qu'elles puissent travailler. Et également, en Iran, le port de hijab était interdit dans les sphères publiques. Et celui qui l'a mis en œuvre, il s'appelait Reza Shah, qui a fait beaucoup de réformes et a emmené l'Iran de l'époque de Qajar, qui était une époque extrêmement grave et arriérée pour ce qui était la vie des Iraniens, vers la modernité, en créant des universités, en donnant les droits aux femmes pour devenir journalistes, les écoles, les hôpitaux, le chemin de fer. Voilà, énormément de structures qui ont été mises en place. Et son fils a continué ces réformes-là jusqu'à la révolution iranienne. Maintenant, beaucoup de personnes disent, mais les Iraniens, c'est eux-mêmes qui ont choisi de porter le voile et ils ont emmené Imam Khomeini eux-mêmes par cette révolution. Sur la photo que vous verrez ici, en haut de la photo, il y a une photo avec des jeunes femmes qui portent des mini-jupes. Et moi, j'en fais partie avec un pantalon. Je suis la seule qui porte le pantalon. Et moi, j'étais le professeur de ces jeunes femmes-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment scientifique pour enseigner au lycée dans la matière scientifique. Et nous, les étudiants de l'université de Téhéran, on gagnait 200 tomans, qui aujourd'hui n'a même pas de valeur, pour aller une fois par semaine enseigner à ces étudiants-là. Donc moi, je me trouvais à enseigner au bac des lycées des filles, et des fois j'étais plus jeune que les étudiants que j'enseignais. Maintenant, vous voyez en bas de il y a une photo avec des petites filles en foulardé. Vous vous rendez compte que la partie haute avec des mini-jupes, nous sommes les grands-mères de ces petites filles qui sont obligées de porter le voile à partir de 9 ans, d'accord, à l'école, etc. Mais néanmoins, il ne faut pas penser que, certes, les femmes iraniennes se sont fait avoir, mais dès que la révolution est arrivée, 2 mois après, lorsque les femmes iraniennes étaient en train de préparer le 8 mars, le fatwa de Khomeini est arrivé, les femmes doivent aller au travail avec le tchador. Ce n'était même pas le foulard. Et il y a eu une énorme manifestation, dont la photo que vous voyez partout. Il y a eu des centaines de milliers de femmes qui ont contesté que ce n'était pas comme ça que vous nous avez dit pour la Révolution. Et c'est à partir de ça que le combat des femmes a commencé en Iran, et ça fait 45 ans que ça continue. Et pour venir à votre question, c'est un État
qui a fait pratiquement la moitié de son budget, au lieu de construire, au lieu de créer des relations avec les Occidentaux et d'autres pays, est en guerre totale avec sa population et notamment ses femmes, et ce budget, la moitié de son budget, est pour promouvoir la religion, l'islam idéologique dans le pays. Et pour étendre ça dans un certain nombre de pays, qui sont l'Irak, qui sont Yémen, Liban, la Syrie et la Palestine. Donc, depuis toutes ces années-là, il y a un argent énorme qui a été dépensé pour créer ces proxys qui sont devenus comme les tentacules qui créent des problèmes et de terrorisme partout dans le monde. Ça, c'est pour l'impact depuis 45 ans de ce régime-là. En ce qui concerne les États-Unis plus particulièrement, dès la Révolution, quelques mois après, il y a eu la prise de l'ambassade des États-Unis en Iran. Prise d'une ambassade qui est considérée comme la terre de son pays, c'est la base de quelque chose inédit que le régime a fait et qui a créé 45 années de tension entre les États-Unis et l'Iran, et de facto avec les autres pays occidentaux par des actes terroristes. On en a énormément, des personnes qui ont été tuées en tant qu'opposants iraniens un peu partout, en France, en Suède, en Norvège, etc. Le programme nucléaire. Le programme nucléaire iranien, ça fait 20 ans que nous sommes en train de négocier avec l'Iran sur son projet nucléaire. 20 ans. Et sur ces 20 ans-là, évidemment, il y a eu énormément d'argent qui a été dépensé. Le peuple iranien ne veut pas le nucléaire. Et ce qui est regrettable de dire, moi je travaillais dans le nucléaire iranien, mais pacifique. Parce qu'à l'époque, c'est-à-dire plus que 50 ans, le Shah d'Iran était encore plus progressiste que les gouvernements français, disait le pétrole doit rester pour les générations futures, on ne doit pas le brûler. Donc il faut aller vers les énergies alternatives, dont l'énergie nucléaire. Et c'est dans ce sens-là que ça a été lancé. Et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé dans le nucléaire iranien. Mais une fois que Khomeini est arrivé, première chose qu'il a dit, parce qu'il y avait des contentieux entre la France, il a créé les contentieux entre la France et l'Iran qui avait investi grandement dans les projets nucléaires français, que nous ne voulons pas de nucléaire. Et la première personne qui a perdu la tête physiquement, c'était le ministre des Affaires étrangères iranien qui négociait notamment avec la France sur le nucléaire. On l'a exécuté parce qu'on ne voulait pas de nucléaire. Et à partir de ça, finalement, on a commencé à faire leur projet nucléaire qui est complètement douteux et il n'y a rien de pacifique dedans. Il y a eu un intérêt. Parce que sinon, pourquoi ça fait 20 ans on négocie le nucléaire avec un régime qui a prouvé qu'il ne respecte pas ses engagements, qui est menteur et qui enrichit le terrorisme, qu'on ne peut pas confiance avec. Dès que les inspecteurs de l'AIEA arrivent pour inspecter les sites nucléaires iraniens, dès qu'ils partent, ils enlèvent les caméras. Ils sont là, ils disent au revoir. À peine ils reprennent leurs avions, et ben hop, on enlève. Donc, il n'y a aucune confiance dans aucune négociation avec l'Iran sur le nucléaire. Par contre, il y a un argent fou qui a été dépensé, mais par ailleurs, ça fait la fortune. Ça fait la fortune. Parce que tous les pays alentours ont acheté énormément d'armements pour pouvoir se protéger d'un Iran qui, potentiellement, va avoir la bombe nucléaire. Donc, il y a plusieurs milliards des armements depuis 20 ans qui ont été achetés dans les pays du sud du Golfe Persique, en Arabie Saoudite, etc.
Un autre intérêt de cet Iran qui fait peur, c'est qu'on ne pouvait jamais imaginer, il y a 20 ans, qu'il va avoir l'accord d'Abraham entre les Israéliens et les pays arabes. Cet Iran qui a fait peur, ça rapprochait ces groupes de pays finalement. Bien sûr, maintenant, avec le 7 octobre, cet accord d'Abraham est avorté complètement. Et c'est l'Iran qui est, le régime iranien qui était à la manœuvre. Mais finalement, aujourd'hui, on en est où? Ils prétendent que si l'Israël attaque à nouveau, il va utiliser sa bombe nucléaire. Maintenant, est-ce que cette bombe véritablement existe ou pas? Mais moi, mon souci, non seulement je critique cette carence de 20 ans de négociations inutiles, mais je me dis que pendant tout ce temps-là, ces professeurs Tournesol, je parle de tous ceux qui ont travaillé, les militaires iraniens qui ont travaillé sur le nucléaire, ils ont créé sûrement des endroits qui sont contaminés maintenant pendant des siècles et des siècles par les bêtises qu'ils ont fait, c'est-à-dire la terre d'Iran. Je ne sais pas jusqu'à combien d'années restera contaminée et que personne n'en parle. Et qu'il y a un impact environnemental, un impact sur l'eau, un impact sur la vie des gens. Quel est votre ressenti sur l'évolution politique et géopolitique de l'Iran au fil de ces années? Je suis allée en Iran depuis 2009 pour enseigner. La question qui pourrait se poser, comment ça se fait travaillant dans le nucléaire? Quand même, j'allais tous les ans en Iran pour enseigner à l'université de Téhéran. La vérité, c'est que, un, j'ai pas trop peur. Deux, je me disais, ils vont m'arrêter. Troisièmement, j'étais tellement convaincue que ces outils-là que j'ai en main, si je le transmette à ces étudiants de l'université de Téhéran, la faculté d'ingénieurs, à leur cursus de MBA, le jour que ce gouvernement, ce régime va partir, ils pourront être les leaders qui remplaceront ce régime. Donc c'était vraiment une idée auquel j'étais vraiment convaincue que c'est une bonne idée. Et c'est à travers de ça que j'ai observé aussi bien l'université. Dans les universités, vous pouviez voir, il y avait les rangs des filles, les rangs des garçons, avec une couloir. Et quand le professeur homme parlait, il ne regardait que les garçons. Mais quand le soir, j'invitais au dîner mes étudiants, je voyais qu'ils avaient une seule inspiration, c'est la disparition de la religion des sphères de la société. Donc cette chose-là a existé et été cultivée. Il y a eu beaucoup de manifestations depuis 45 ans. Il y a eu des tentatives de renversement du régime, mais chaque fois a été tellement malmené, des personnes ont été tuées, emprisonnées, disparues, que ça n'a jamais été donné un fruit positif. Jusqu'à ce que, justement, ces 45 années de traumatisme et frustration, lorsque Mahsa Amini a été tuée. Il y en a eu d'autres. Mais pourquoi elle? Parce que tout le monde a trouvé ça pourrait être ma fille, ça peut être ma sœur. Et en plus, son hijab n'était pas du tout, avec des photos qu'on avait vues de métro avant, parce qu'elle postait des photos, elle n'était pas du tout non conforme au code du régime. Donc tout le monde s'est identifié à elle. Que ça, ma sœur pourrait être comme ça, ma fille pourrait être comme ça. Et c'est pour ça que c'est devenu vraiment une révolution dans laquelle tout le monde trouvait son inspiration, que ça soit femme, homme, père, mère, sœur, voilà. Et a donné un élan extrêmement important qui a, bien entendu, dépassé les frontières iraniennes et qu'on a eu énormément de solidarité au niveau international. Alors, à ce stade de la discussion, chère madame, une question s'impose. Que demande le peuple? Le peuple demande quelque chose d'extrêmement simple. Le peuple demande qu'on ait une vie normale.
une vie comme la vôtre, une vie comme la mienne. Une vie où elles peuvent ne pas être tout le temps, regarder s'ils ont un foulard qui est en train de tomber, d'être embarqué par la police des mœurs. Que leur Internet fonctionne et que la situation économique soit meilleure et qu'il y a la liberté de parole. Une vie, en somme, une vie normale. Mais cette vie-là, ils en sont privés. La révolution de mars a montré que ce régime est incapable de s'améliorer. Il y a une divorce qui est prononcée entre le régime et le peuple. À partir du moment qu'avec tout ce qui a été fait, il y a eu quand même plusieurs centaines de personnes qui ont été tuées par la révolution de mars. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. Certains disparus. Même les médecins ont disparu qui ont soigné des personnes. Les gamines ont été visées par des balles réelles dans leurs yeux parce qu'ils voulaient impérativement les abîmer. Donc, en prenant tout ça, le régime n'a fait qu'encore accentuer ces violences. C'est pourquoi, dans un mot, la révolution Femmes, Vie, Liberté a un seul objectif et une seule demande, de faire renverser ce régime. Une projection d'avenir par rapport à tout ce que vous avez eu la gentillesse de nous dire, c'est quelle est votre vision de l'avenir politique et géopolitique de l'Afghanistan, en particulier après les événements de ces dernières années? Quel rôle pensez-vous que la communauté internationale devrait jouer dans le contexte précité? Si vous permettez, je dis un mot sur l'Iran, quelle est là. Même deux. Voilà. Alors, sur l'Iran, les Iraniens ne demandent pas. C'est un peuple averti où on a 65%. Tout cursus confondu, dans les universités, 65% sont des filles. Donc, on a une population qui est avertie et qui veut contribuer à la progression du développement de son pays. Et ils savent ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, etc. Et en Syrie. Donc, ils ne veulent pas que les Occidentaux viennent avec leur armée de refaire les erreurs qui sont faites auparavant. Tout ce qu'ils disent les Iraniens, c'est que nous voudrons simplement que, au lieu de dire « nous sommes avec vous, nous condamnons le régime », d'apporter le maximum de pression sur le régime et le maximum de soutien du peuple. Maximum de pression sur le régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le corps militaire du régime séparé post-Oran soit reconnu dans la liste des terroristes. C'est eux qui ont toutes les manettes économiques du pays. C'est eux qui ont toutes les manettes pour les proxys. Donc si eux, ils sont considérés comme terroristes, on peut imaginer que les pays, y compris occidentaux, qui indirectement conversent, pour ne pas dire faire également des business avec eux, vont être obligés de l'arrêter. On demande aussi qu'il y ait des discussions commencent entre l'opposition iranienne et les pays occidentaux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter cette opposition. On demande que les centres islamiques et culture islamique que l'Iran a semé un peu partout soient fermés, parce que c'est vraiment des coins où ils font leur promotion de leur islam idéologique. Voilà. Et puis, il faut qu'ils s'arrêtent de négocier avec l'Iran sur les otages. Parce qu'aujourd'hui, les otages, c'est devenu un monnaie. Hein. Chaque fois qu'ils peuvent, ils prennent quelqu'un, et puis après, ils volent de l'argent, et beaucoup d'argent, et à la fin, ils vont la prendre pour le remplacer par un autre terroriste qui est en Europe. Donc, un régime qui est menteur, qui est terroriste, auquel on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas continuer à négocier pour la libération des otages. Il faut dire également à nos ressortissants, mais pourquoi vous allez en Iran?
puisque le ministère des Affaires étrangères a interdit, il a mis une zone rouge, il ne faut pas aller en Iran, il n'y a pas de raison d'aller en Iran. Et finalement, je vais être un peu dur, vous allez m'excuser. Eh bien, s'ils vont, ils prennent leurs responsabilités. On ne peut pas adosser notre stratégie d'un pays parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont allées en Iran et en plus, avec des drones, ont commencé à filmer. Si je suis touriste dans un pays comme ça, je ne vais pas prendre quand même aller me balader avec un drone. Vous voyez? Donc, c'est pas des grandes choses. On ne veut pas l'armée qui vire ce régime. Ce régime est en train de s'effondrer de l'intérieur. Simplement, il faut arrêter de le soutenir. Passons en Afghanistan. Sautons la frontière. Alors, pour l'Afghanistan, depuis 2018, les femmes leaders attiré mon attention, les femmes leaders afghanes ont attiré mon attention que les négociations sont commencées entre les talibans et les Américains, et dans le dos du peuple afghan. Sensible à ça, j'ai essayé d'avertir et faire une sorte de lobbying auprès du Parlement ici, et il y a eu plusieurs courriers qui ont été co-signés par le Sénat et le Parlement, adressés au président de la République, au président du Parlement européen, etc., pour dire la situation en Afghanistan, compte tenu de ces négociations qui sont en cours, sont mal parties. Et vu que la France est membre du Conseil de sécurité, a un pouvoir de mener l'ONU pour que ces négociations-là puissent être faites sous l'égide de l'ONU et non pas entre les Américains et les talibans tout seuls. Il y a eu une deuxième lettre, parce qu'on n'a pas eu il y a une première réponse, une deuxième lettre. M. Borrell, en tête de Commission européenne, chargé des affaires étrangères, nous a dit que tout va bien et on est en train de surveiller la situation et que les talibans ont changé. Compte tenu que ça continuait, j'ai fait également une pétition, c'est en mars 2021, juste quelques mois avant l'arrivée des talibans, demandant la même chose, mais ça au niveau international, envoyant à tous les ministères des Affaires étrangères des pays, l'ONU, tout le monde, en disant, écoutez, il n'y a pas de pratiquement femmes à la table de négociation, et l'ONU ne contribue pas, faites quelque chose. Mais malheureusement, malgré qu'il y a eu 200 signatures de cette lettre ouverte, les talibans ne sont pas venus à cette conférence qui allait avoir lieu en mars à Istanbul. Et puis, ils ont continué à progresser partout dans le pays et ils ont arrivé à Kaboul mi-août 2021. À partir de ça, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, entre 2 tours, j'ai lancé à nouveau une tribune dans Le Monde en demandant à les 2 candidats, Mme Le Pen et M. Macron, quelle vision vous avez en ce qui concerne l'Afghanistan. Et lorsque c'est le président Macron qui a été élu, je l'ai envoyé sur le site de l'Élysée pour sensibiliser qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser les femmes afghanes et puis l'Afghanistan dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aider pour que celles qui sont vraiment en danger, et là, il faut vraiment regarder qui sont celles qui sont vraiment en danger depuis 3 ans cachées, pour les aider de sortir. Aider ceux et celles qui sont là pour qu'ils aient une vie décente. Aider également tous ceux qui sont en train d'apporter le dossier au niveau de la Cour internationale de justice de l'Haye pour que les talibans soient reconnus comme condamnés pour crimes contre l'humanité et puis l'apartheid de genre soit reconnu. On approche de l'heure fatidique
d'interview avant la période des questions. Alors, un conseil pour ceux qui nous écoutent, chère madame. Alors, puisqu'on parle de la laïcité, je voudrais dire que mon expérience de l'Iran, que d'un jour à l'autre, on s'est trouvé avec cette révolution, que je suis persuadée, et je l'écris dans mon livre, parce que j'y étais en Iran lorsque la révolution est en train de se former, j'explique que rien n'est garanti et que notre démocratie et notre laïcité, pour lesquelles les générations ont fait énormément d'efforts, et n'est pas un acquis et qu'à n'importe quel moment, il peut se renverser. Et en tant qu'une Française, pas tout à fait française, je suis encore plus attachée à cette laïcité et ces acquis-là. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient de sa valeur et sa fragilité. Or, de penser que les talibans sont loin de chez nous, que les mollahs sont loin de chez nous, Daesh n'est pas là, Boko Haram n'est pas là, c'est un vue d'esprit. Donc, il faut impérativement qu'on choisit notre laïcité, qu'on le protège, et que aujourd'hui, il y a une sorte de vent de laïcité qui nous vient de l'Iran, par le peuple iranien. Et si on les aide pour qu'ils réussissent, on va créer petit à petit des îlots de démocratie et de la laïcité qui, si on aide que ça, ils se rejoignent, on peut être encore plus fort et puis on peut être plus garant de notre démocratie et notre laïcité. Je pense que c'est peut-être le moment de regarder les productions de notre ami Jean Cry avant de passer aux questions. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. On va effectivement regarder notre Jean Cry qui a déposé sa fusée finalement depuis un petit moment et qui a beaucoup griffonné avec son crayon. Jean Cry, on te laisse la parole. Merci, c'est passionnant. C'est un vrai sujet, et moi c'est un sujet qui me touche beaucoup, et pour tout vous dire, j'ai même commencé à réfléchir largement avant votre intervention, parce que voilà, ce sujet de la libération des femmes et de cette oppression sur 50% de l'humanité, parce que c'est ça qu'on peut dire. Et donc, moi je suis très touché quand je vois les jeunes filles, ce que vous disiez, c'est-à-dire cette propagande qui est faite. Et donc, j'ai un premier dessin peut-être un peu... Bon, j'étais un peu trash dans mes dessins cette fois-ci. Mon voile, ma liberté pour l'interrogation. Voilà. Voilà, cette façon de revendiquer le voile, ma liberté chez les gamines, y compris ici, me pose vraiment quelques interrogations là-dessus. Ensuite, dans le même esprit, donc, les talibans, vous en parliez, avec leur nouvelle loi, promouvoir la vertu et prévenir le vice. Et donc, un barbu, je vais les appeler barbu parce qu'ils ne méritent pas autre chose, hein, qui dit on ne doit plus voir ni entendre les femmes, et puis quelqu'un qui n'est pas un barbu qui lui répond t'as un problème avec elle ou tu sais pas gérer parce que franchement on commence à se poser la question si c'est pas juste un problème de testostérone ou alors si éventuellement c'est autre chose. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur pardonnez-moi la vulgarité du propos, mais je trouve que la démarche est tout aussi vulgaire d'aller frapper une femme, donc ça ne mérite pas plus. Et alors pour rester dans le cynique, très cynique, une petite affiche qu'on pourrait afficher si tu ne veux pas être lapidé, stage de port du voile à Téhéran pour enfin être soumise et obéissante, Fondation Khomeini. Voilà, je pense qu'un peu d'affichage, y compris en France, pourrait faire réfléchir si effectivement certains savent encore de se rappeler qui est Khomeini. Et je reviendrai, j'en ai d'autres sous le temps. Merci. Eh ben merci Jean Cry, on va te laisser continuer à griffonner et on va laisser maintenant le soin au public de prendre la parole et de pouvoir poser des questions. Donc vous levez la main et je vous apporte le micro. Parlons laïcité, le débat. Allez, c'est parti. Donc oui, ce que vous avez dit sur le voile, la laïcité, nous concerne nous directement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Iran est ici, clairement, ou chiite ou sunnite, mais de toute façon, la problématique qu'on a ici, particulièrement de la jeunesse qui se voile, et qui ne se voile pas que par rapport à, à un passé qui leur serait imposé par la génération d'avant, mais plutôt par une recherche de racines, parce que je reste persuadé qu'il y a une recherche de racines, mais en même temps sans se rendre compte
de ce que ça a comme conséquence du point de vue de leur vie et du point de vue de la relation qu'ils ont avec cette notion de laïcité qui, on le rappelle, la laïcité, c'est la possibilité d'avoir sa religion, de pouvoir la faire de façon la plus libre possible, mais de ne pas l'imposer et de ne pas se retrouver dans une situation où les gens où ils mettent en danger la République. Voilà. Donc laïcité, République, et souvent on pense que la laïcité c'est l'inverse. Et la laïcité c'est de la République et donc par rapport à ça, moi vivant dans ces quartiers, enfin vivant même ici, moi j'ai du mal à comprendre, peut-être aussi parce qu'on ne parle pas suffisamment avec cette jeunesse. Je pense qu'il est essentiel de parler avec cette jeunesse, de voir pourquoi ils ont fait cette démarche-là. Et pour ça, il faut arriver à trouver le moyen de parler avec eux, de les contacter, de les faire venir. Et ça, c'est encore plus difficile. Et encore une fois, ici, c'est devenu une vague de fond. Sur 10 ans, c'est devenu une véritable vague de fond. Donc moi j'ai vraiment une question là-dessus. Et ça m'intéresse de savoir comment vous le percevez. Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup d'efforts et chaque fois que je suis invitée et je vous demande de m'inviter pour aller dans vos lycées, je viendrai. Dans mon livre, je parle de la religion. Je suis née musulmane et à partir de 9 ans, je faisais du ramadan. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Donc j'ai fait une quête sur la religion qui est allée jusqu'à 14 ans. Je voulais impérativement savoir si Dieu existe, comme beaucoup de jeunes filles. Et puis après, j'ai fini par la philosophie. La quête est vraiment dedans. À partir de 9 ans, et cette gamine, comment est intéressée et comment essaye de chercher, et en plus en cachette, parce que ces genres de questions, vous ne le posez pas dans la société, évidemment. Donc, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes en Iran pour ne pas avoir, avant la Révolution, vous aviez des femmes qui avaient un fichu comme ça, noué, comme il y a quelques années en France, voilà. Et puis les autres. Et puis, quand j'allais à l'université, j'ai continué à prier, mais vu qu'en islam, il faut que vous fassiez votre ablution, et donc j'enlevais mes rouges à lèvres, mes vernis à ongles, parce qu'il faut impérativement que tout le corps puisse être lavé. Et puis le matin, je le remettais. Je mettais des mini-jupes, et que la taille de ces mini-jupes-là, c'était toujours un objet de négociation avec mes parents. Donc vous voyez, cet islam-là, c'était un islam de l'intérieur. Et je n'allais jamais à la mosquée. Donc pour moi, tout ce que je vois ici, pour moi, c'est surtout, il y a 2 paramètres que moi je vois ici. Un signe ostentatoire. Je veux montrer, c'est un signe ostentatoire et que j'ai rien à faire de ce qui est cette société-là. Deuxièmement, pour moi, c'est une sorte d'esclavage effectué par des hommes. Sûrement, ceux qui vont entendre, ils vont dire, on va aller la trouver où elle est. Je suis déjà menacée, évidemment. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai sauvé une famille afghane. Cette famille vit dans une ville à 250 km d'ici. Il y a 4 filles, 2 garçons. Les filles sont magnifiques, veulent aller à l'université, veulent continuer leurs études. Le garçon, le grand, les empêche. Deuxièmement, la fille m'a écrit récemment, puis je peux le montrer à tous les policiers et tout ce qu'ils veulent, tous les acteurs de laïcité. Elle me dit, emmenez-moi s'il vous plaît dans une autre ville pour que je ne porte pas de voile. Parce que si je ne porte pas de voile ici, les Afghans qui sont là me photographient et ils le mettent sur les réseaux sociaux pour me faire honte. Donc vous voyez, je ne pense pas que ça c'est je vous dis, c'est un témoignage d'une gamine qui m'a fait confiance. Combien de filles dans votre quartier font ça parce que ils veulent montrer leur opposition au système, etc., etc. J'ai des témoignages d'une femme de ménage qui, d'un jour à l'autre, a mis des foulards.
Et la dame qui l'a embauché lui a dit, mais attends, tu es toujours comme ça. Je suis plus tranquille en passant dans les quartiers comme ça. Il faut parler, mais il faut être conscient qu'il y a une autre chose derrière, qui est le signe d'esclavage. Éventuellement, pour donner un contre-témoignage ou pour me faire l'avocat du diable, j'ai une voisine qui a le foulard, elle n'est pas iranienne, elle est malienne. Et c'est pas du tout, je ressens pas du tout ces systèmes d'opposition et autres. Alors c'est vrai qu'on n'est pas un système communautaire en France, contrairement à l'Angleterre, où chacun vit comme il veut et ça pose beaucoup moins de problèmes. Mais quand même, là, je ressens une identité. Votre mode de vie ne m'intéresse pas. Je préfère largement le mien. Et le mien, il porte le voile de façon discrète et autres. Mais je suis bien comme ça. Et ce système-là, ce réseau-là, vaut largement notre égoïsme ambiant, notre façon de vivre ambiante, pour simplifier. Autre chose, vous avez parlé de pourquoi veut-on aller en Iran actuellement. C'est ce que j'ai voulu faire il y a 6 mois. Donc, d'une part, ce n'est pas possible pour un individu seul, pour avoir un passeport. D'autre part, parce que tous les pays qui sont plus ou moins en guerre, plus ou moins en crise, sont beaucoup plus intéressants pour quelqu'un qui veut connaître la façon de vivre d'un pays qu'un pays qui vit normalement avec son flot de tourisme. Voilà, donc j'ai contacté 2 Iraniens par une plateforme et effectivement, ils m'ont largement dissuadé de venir. Chose curieuse, j'avais une gamine, je dirais, je sais pas, elle avait 20-21 ans, en bout de ligne, et elle me disait, je lui posais la question, est-ce que tu es musulmane ? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais est-ce que tu crois en ta religion ? Pas du tout. Ma religion est la pire qui puisse exister au monde. Donc, vous voyez, il y a une façon identité musulmane et la pire au monde. Et donc la deuxième personne m'a dit non, surtout viens pas, parce qu'elle m'a expliqué un peu le système des otages. Je dis quel intérêt moi j'ai d'être otage en Iran ? Si, tu es une monnaie d'échange. Il faut savoir qu'on a imposé des sanctions à l'Iran. Pour enlever ces sanctions progressivement, il est intéressant d'avoir des otages. Ce que je n'ai pas compris par contre, dans un groupe, il y a quand même quelques groupes de touristes en Iran actuellement, pourquoi dans un groupe, ils prennent une personne et pas tout le groupe ? Alors je m'étais mis à penser que dans un groupe, il y a quand même des gens qui abusent un peu leur façon d'explorer les choses, les drones en question, ou je ne sais pas. Et il m'a semblé que, avec l'aide d'un guide et tout, on pouvait comme visiter l'Iran sans être pris en otage. Mais je ne sais pas. En tout cas, je n'y vais pas. Je n'y ai pas été, je n'irai pas. Mais pour vous faire comprendre l'intérêt qu'on a à aller dans ces pays en guerre. Enfin, en guerre ou en crise. Enfin, j'ai été reçu dans des camps de palestiniens, par exemple, de façon remarquable, du temps où le tourisme n'existait pas en Syrie, par exemple. Je ne sais pas si j'ai fait avancer le schmilblick. Écoutez, d'abord, merci moi, je suis partagée. Quand quelqu'un vient ici, moi, je suis venue ici, j'essayais de comprendre. Vous voyez, j'étais l'ouzbek de lettres persanes de Montesquieu. Tout m'étonnait. Je ne comprenais rien de rien. Toutes les choses m'étonnaient. Je vais vous donner un exemple, si on a le temps, rapidement. J'avais appris, vu que je n'avais pas d'argent pour aller apprendre la langue, donc sur des livres, j'apprenais la conjugaison. Et quand je suis arrivée à subjonctif, je ne comprenais rien. Quand je prenais des bus, parce que dans ma tête iranienne, je pensais que les Français sont les plus intelligents, les plus avertis, etc. Je posais la question sur le conjonctif de mon voisin dans le bus. Donc vous imaginez la tête de voisin qui dit comment je suis. Elle est sûrement elle est voilà. Donc On va la ramener à l'Asie. voilà. Mais j'ai fait un effort énorme pour pouvoir justement m'adapter et comprendre cette civilisation et comprendre cela. Mais mon message, de façon générale, à ceux qui veulent vivre leur vie, ils n'ont qu'à rester chez eux. Pourquoi ils viendront ici ? Pourquoi tous ces gens-là qui disent, et puis qui emmènent les drapeaux et tout ça partout, il y a tellement de pays musulmans qui vont les accueillir et qui sont tellement contents de pouvoir faire leurs prières, leurs coutumes, etc. Pourquoi tout le monde vient ici ? Et une fois qu'ils viennent ici, ils sont opposés à tout. C'est une question que je me pose. Et enfin, pour le voyage, écoutez, vous pouvez très bien aller en Iran. La question, c'est que est-ce qu'après, le ministre des Affaires étrangères doit aller pleurer dans les turbans
Raïssi et autres pour dire, écoutez, monsieur était très curieux parce qu'il voulait impérativement comprendre comment ça se passe dans les pays en crise. Est-ce que vous pouvez le libérer? Vous avez décidé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Oui, vous nous avez parlé que la démocratie était fragile chez nous, hein, et j'en suis bien persuadée. La France, lorsque j'étais enfant, était un pays catholique. On était pratiquant, on n'était pas. En général, on n'était pas ostentatoire. À quel moment, enfin je ne sais pas trop, à quel moment cette tolérance a été acceptée au nom de cette laïcité, justement. Et je pense que l'erreur en France, c'est de ne pas avoir réagi pour défendre cette laïcité dans l'ostentatoire, le vêtement, le voile, un comportement. Vous parliez qu'on devait faire quelque chose dans les quartiers, mais nous n'habitons pas les mêmes quartiers, déjà. Hein. Donc, avec toutes ces femmes qui se voilent de plus en plus et que l'on rencontre surtout là, chez nous, est-ce que c'est... Et Dieu sait que ça me rend malheureuse tout ça et j'aimerais faire quelque chose, mais je sais que je ne peux pas faire grand-chose personnellement. Pourquoi toutes ces femmes musulmanes, qui sont nos voisines, ne font pas quelque chose, ne se font pas entendre, avec la chance qu'elles ont de vivre chez nous, libres? C'est absolument inadmissible, incompréhensible. Autant leurs hommes, leurs frères, leurs maris que nous-mêmes. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un rejet, d'un racisme. Il s'agit que ça nous devient absolument incompréhensible et insupportable. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cela, mais moi je vis en France, je ne vais pas aller en Iran évangéliser quiconque, hein, ni en Afghanistan bien sûr. Voilà, je ne comprends pas ça. Et je ne comprends pas ce que ces diables d'hommes ont à rejeter les femmes de cette manière. C'est incompréhensible. Enfin, je ne sais pas. Tout ça, franchement, me révolte et je n'y peux rien. Je vous donne un autre exemple. Quand je parle d'esclavage, vous allez en été à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul. Vous voyez, il fait très chaud. Vous allez n'importe quel endroit, vous allez au Maroc, enfin, en été. Vous voyez le monsieur, il a la manche courte, un short, et puis la femme a de niqab. Et quand il veut manger, il faut qu'il enlève ça, le mette dans la bouche. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est le pouvoir de l'homme sur femme. Et après, quand on arrive dans des pays comme la nôtre, peut-être c'est pas aussi ostentatoirement vu, mais pour moi, c'est la même chose. Et quant à la question, les Britanniques, ils sont... vous savez qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? J'ai une amie qui me dit qu'ils vont déménager parce que maintenant, dans leur ville, la majorité sont des musulmans et qu'ils ont leur médecin, ils ont leur administration, ils ont tout. Et ils ne nous parlent même pas, ils n'en ont pas besoin. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont créé une structure parallèle à l'État et qu'ils sont en train de le faire. Qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on veut, c'est pas parce que là-bas, la différence, c'est que c'est le Dieu en haut de la reine. Donc il y a un aspect religieux. Donc c'est pas du tout cette histoire de cette notion de laïcité. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on sache. Quant à ce que vous disiez, madame, moi je pense, parce que j'ai observé, cette Ouzbek observe la société française. C'est depuis 30 ans que c'est arrivé par des enjeux électoraux. Et là, ça continue. Mais moi, je ne suis pas d'accord, désolée pour nommer, je ne suis pas d'accord après 30 ans que M. Jospin dit on a fait une erreur. Mais pourquoi il a attendu 30 ans pour dire qu'il regrette? Oui, une question, sans bien sûr trouver la moindre excuse, mais pensez-vous que les Américains ont une responsabilité dans tout ce qui s'est passé par rapport à tout ça, que ce soit en Iran ou que ce soit en Afghanistan notamment? En Afghanistan, sans doute, parce que l'arrivée des Moudjahidines était organisée par des Américains. La ministre des Affaires étrangères de l'époque a dit que c'est une bonne chose. Donc on a aidé. Et la suite, c'était les talibans. Sachez que tous les manuels scolaires des talibans
ont été faits par l'Université de Nebraska et qui a été imprimé en Islamabad. Et leur éducation, ça allait même dans les sciences exactes. Par exemple, pour dire 2 plus 2 est égal 4, ils mettaient 2 Kalachnikov plus 2 autres Kalachnikov est égal 4 Kalachnikov. Donc vous voyez, cette notion de violence, on l'apprenait à l'école des jeunes âges. Évidemment, quand nous sommes arrivés en 2001, on a commencé à purger tous ces livres-là. Pour des raisons d'aider une personne qui faisait son doctorat dans le domaine de l'éducation à la paix, j'ai regardé, qui ne lisait pas personne, j'ai regardé dans tous les livres, tout téléchargé, il y en avait encore des notions qui étaient hostiles à la paix. Et finalement, en ce qui concerne l'arrivée, nouvelle version des talibans, il faut savoir que c'est commencé depuis 2014. Obama, avec Biden, ils ont annoncé qu'ils allaient quitter l'Afghanistan. Donc vous êtes entre deux conceptions de temporalité. Vous avez la temporalité des talibans, ils ont tout leur temps. Et même si c'est eux qui ne vont pas le faire, leur fils va le faire, et qu'eux aussi ils le tuent, ils vont aller au paradis. Et puis vous avez ces contraintes de 4 années de durée présidentielle. Donc les talibans ont resté bien en tête, gardez bien en tête que ça va aller. Une autre raison pour que les talibans ont repris le pouvoir, parce qu'ils étaient partis vraiment à la fin une fois qu'en 2001 ils sont arrivés, c'est que l'argent qui est arrivé en Afghanistan, dont le montant est plus grand que le plan Marshall qui a reconstruit l'Europe, cet argent-là n'est pas arrivé à 80% de la population qui était dans les villages et ailleurs. Et c'est comme ça que petit à petit, ces petits talibans un peu partout ont commencé à prendre la force. Il y a ça, il y a eu une corruption incroyable, mais quand on dit corruption, il y a celui qui est corrompu et il y a celui qui corrompt. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. D'accord ? En ce qui concerne l'Iran, l'histoire, c'est encore autre chose. L'Iran, le moment du Shah, a eu une telle grandeur, et avec les projets de développement du Shah qui voulait de faire de l'Iran le Japon du Proche-Orient, c'était extrêmement gênant pour les Occidentaux. Donc il fallait impérativement que ça s'arrête. Comment on pouvait l'arrêter ? Par une ligne verte qui est la religion. Comme ça, on allait se protéger de la Russie. Et puis, avec cette nouvelle vague de marxistes islamistes, qu'il faut qu'on m'explique, et qu'il y a eu lieu avec les Moudjahidines du peuple et tous ces gens-là. Et puis, l'aide occidentaux. Nous avons eu tous les jours que l'avion Air France emmenait les cassettes de Khomeini, plein de haine, et tout le monde l'écoutait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Madame Robiol, un grand merci pour cet éclairage. Et ce que je retiens de tout ça, c'est la peur. Mais la peur, pour les femmes afghanes, c'est la peur au risque de sa vie. Pour les femmes iraniennes aussi. Nous, notre peur, elle reste la peur de celui qu'on regarde un peu de travers ou celle qu'on regarde un peu de travers. Et nous, on a ici, en France, encore la possibilité d'agir. Et donc, plutôt que d'avoir cette peur qui nous sidère, qui nous met dans l'inertie ou dans l'immobilisme, j'aimerais bien avoir votre avis sur la confiance. Comment, effectivement, ces femmes afghanes, comment ce pays d'Afghanistan, comment l'Iran, comment nous, ici, on peut rétablir la confiance ? Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en Afghanistan, on peut avoir confiance dans une résistance humaine qui s'organise, dans une résistance qui s'organise aussi en Iran ? Et est-ce que notre résistance à nous, c'est la laïcité ici en France pour qu'on puisse avancer et avoir de nouveau confiance ? Et ça ramène à cette
cette idée des îlots dont je vous parlais, moi, je participe à toutes les manifestations. Eh bien, participer. Exactement. Écoutez, dans nos manifestations pour les femmes iraniennes, il y a rarement des féministes françaises. Parce que la plupart sont des, je suis désolée de le dire, opportunistes, qui, à partir du moment que les femmes iraniennes disent « je ne veux pas de foulard, je ne veux pas de voile », eh ben, ils ne peuvent pas dire que le foulard en France, c'est le choix de femmes, que ça leur embellit, etc. Donc nous, en interne, en France, on a un gros problème entre nous, sans parler de celles qui le portent. Quel message nous allons le... Voyez, Madame Rousseau? Oui, personnellement, je me délecte de tout ce que vous pouvez dire. Et cet après-midi, on avait un échange de lecture où j'avais abordé la personnalité du commandant Massoud, qui était l'antidote en fait à Ben Laden, donc qui est mort, assassiné 2 jours avant les attentats du World Trade Center. Voilà. Je veux dire, c'est un peu facile de taper sur les Américains, mais je pense que c'est l'Occident, tous les pays occidentaux aussi. Quelque part, quand on voit la personnalité de Khomeini, voilà, il avait bien préparé sa révolution. Quand il est arrivé en Iran, son slogan, ça a été « le voile ou la claque ». Et c'était en 1979. Et on a l'impression depuis, voilà, pour soutenir un autre mouvement des femmes iraniennes, elles étaient réjouies quand le boucher de Téhéran est mort dans l'accident d'hélicoptère. Je veux dire, c'est pour avoir assisté aussi à d'autres conférences, ça avait été dit que l'histoire du voile islamiste, il est en train de revenir en pleine figure. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est une menace. Voilà. C'est très bien qu'on applique la laïcité, mais par moments, je me dis que la laïcité et la démocratie en général sont quand même très fragiles. Maintenant, après 30 ans que les dossiers top secrets sont ouverts, on sait que les Américains ont donné l'argent à Khomeini pour arriver. Je reviens au général Massoud. J'ai moi aussi lu avec beaucoup d'intérêt le livre que sa femme a écrit. Ma question est, j'ai entendu dernièrement comme quoi le fils à Massoud était en Afghanistan et comme quoi il cherchait à se défendre face aux talibans. Savez-vous quelque chose par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, Massoud, commandant Massoud, c'est un personnage historique. Il a fait des choses extraordinaires. Son fils, c'est son fils. Vous voyez, moi, je l'ai rencontré. Il n'est pas en Afghanistan. Et il tente. Mais il est plutôt pour une solution pacifique. Au moins, ce qu'il dit. Est-ce qu'avec les talibans, on peut avoir une solution pacifique sans aide les étrangers? C'est une question que je me pose. J'ai visité justement, dans le livre, j'ai visité le mausolée de Massoud, le Panjshir. Donc j'explique, je suis allée chez lui, évidemment après son assassinat, le musée, tout ce qui était en construction, tout ça. Ce qui m'étonnait, le fils de Massoud, Ahmad Massoud, il dit qu'il représente la jeunesse afghane, ce qui est extraordinaire. Mais moi, je me dis, comment ça se fait que personne n'a vu, ni sa femme, ni sa sœur, ni personne. Comment on peut être représentant à partir du moment qu'il y a un rideau sur la famille? Peut-être c'est pour la sécurité, j'en sais rien. Mais la même chose pour commandant Massoud, personne n'a vu ni sa femme, ni ses filles, etc. Et donc, aujourd'hui, après ces 20 ans-là, qu'on a appris aux femmes afghanes qu'une autre vie est possible, elles veulent se mettre devant la scène, elles veulent parler, elles veulent briller, et les poétesses, et les journalistes, et les philosophes, etc., etc. Est-ce que ces deux choses-là sont compatibles? Je n'en sais rien. Vous voyez? Mais c'est vrai que parmi les Tadjiks, il a beaucoup de des personnes qui sont pro-lui. Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée effectivement de l'ayatollah Khomeini au pouvoir,
attendez qu'on puisse y arriver. Enfin, le portage par les services américains de Khomeini au pouvoir, alors que l'immense effort du Shah, quelle que soit sa politique, avait été de développer son pays au point d'en faire, comme vous le citiez bien, le Japon du Moyen-Orient. Deux choses. Le premier décret que prend Khomeini en arrivant en février 1979, il est très simple. Il est interdit de sodomiser son âne, c'est-à-dire fantastique saut en avant jusqu'au XIe siècle. Et les deux premiers à se ruer à Téhéran pour demander leur lettre de créance, c'est Arafat et notre ami libyen. Voilà. Avec beaucoup de sous-partis. Voilà. Les deux premiers arrivés. Le premier, c'est le 2 février, Arafat est là-bas. Le lendemain, c'est le numéro 2 du régime libyen. Donc ça pour montrer effectivement qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a bien effectivement une volonté là-dessus, que tout cela est un méchant fumet, vous l'aviez rappelé, madame, avec beaucoup plus de brio que nous, puisque vous en avez été quasiment l'acteur, un sale fumet de pétrole, un sale fumet d'argent. Et quand on sait qui est le premier producteur mondial de pétrole, c'est pas le Qatar, ce sont les États-Unis. Dès lors que l'on touche à cette rente universelle qui est la leur, tous les coups sont permis, fut-il ceux qui prennent leur temps. Après, pour vous répondre à Briantais, il y a un truc qui est tout simple. C'est la traduction même du mot islam. Le mot islam, c'est conquête et reconquête, c'est soumission. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de raison qu'ils aillent dans des pays musulmans, puisque si vous me l'autorisez, le travail est déjà fait. Il reste à aller là où le travail n'est pas fait. Il y a des continents où ça se passe mal. Je pense par exemple aux violentes émeutes pro-musulmanes qu'il y a eu en Inde et qui ont été réprimées de la manière radicale par le gouvernement indien, c'est-à-dire qu'ils ont tiré dans le tas, que ce soit au Pendjab ou autre. Je rappelle que les deux Pakistans sont nés quand même d'un séparatisme musulman. Les deux Pakistans, Est et Ouest, c'était l'Inde, jusqu'en 1947. Bon. Donc il a bien fallu. Aujourd'hui, le gouvernement indien dit, moi, si vous avez des velléités musulmanes, vous avez un truc qui s'appelle le Pakistan, d'un côté comme de l'autre, mais pas chez moi. Les États du nord de l'Inde ont été secoués par ces velléités. Je ne sais pas par qui elles sont, enfin, elle le sait, il y a des gens qui le savent, enfin, je ne suis pas devin. Elles ont été calmées. Je ne dis pas qu'il faut le faire en France, parce que ce n'est pas la solution. En France, on a une arme, ça s'appelle la loi de 1905, ça s'appelle la loi de 2004. Et déjà, leur stricte application nous amènerait beaucoup de choses. La tergiversation de nombre de personnes, vous parliez tout à l'heure, madame, c'est vous qui avez cité, des féministes français et de leur représentante officielle qui dit la même chose et son contraire, et qui oublie de voir l'essentiel, est inqualifiable. Derrière, c'est la pire des choses. C'est-à-dire qu'au nom des droits de l'homme, on justifie l'abolition des droits de l'homme. On est arrivé à un seuil d'incapacité hallucinant. Dans nos quartiers, j'ai oublié le nom de la sociologue, mais Jérémy vous le dira, Jacqueline Costalasco, que nous avons reçue, ici même à votre place, madame, qui nous disait que dans l'enquête qu'elle avait faite, sérieuse, l'enquête du CNRS, donc financée par des fonds d'État, elle amenait la preuve que dans les quartiers, les frères musulmans payent 150 € par personne pour que les gamines portent le voile. 150 €, c'est le prix d'un caddie. Non, mais j'ai pas son ouvrage, j'ai pas pensé qu'on en aurait, mais je fais la publicité au réseau là-haut, on l'a. 150 € pour que les gamines disent non, mais nous on s'en fout, mais bon, ma mère ça fait bouillir la marmite. Donc 150 € par mois, regardez ce que ça fait à la fin de l'année, ça commence à être conséquent. Quand vous en avez 3 dans la famille, ça commence à faire, comme on dit pudiquement, un budget. Et ils en sont arrivés là. Je rappelle, tout à fait par hasard, pour vous dire d'où viennent ces sous, que lorsque par malheur, c'est pas malheur, c'était officiellement des élections un peu trafiquées manifestement en Égypte, les frères musulmans ont accédé au pouvoir, ils ont piqué 53 milliards de dollars dans les caisses. Mais comme ça, c'est pas intelligemment avec des traders, non, c'est on relève les manches, amène le sac et on met les billets. Voilà, 53 milliards d'argent. Je rappelle que là, sans prendre parti de quoi que ce soit, sur le conflit qui est au Moyen-Orient, le responsable du Hezbollah est allé rencontrer son créateur à la suite d'une rencontre inopinée avec une roquette. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est ces héritiers qui se battent pour récupérer 8 milliards de dollars.
pour quelqu'un qui était né dans un camp palestinien avec des parents réfugiés. C'était un homme d'affaires avisé, puisque ça, c'est une question qui nous interlope. Il faut savoir, Ça vient d'Iran et de Qatar. 1 mètre de tunnel rapporté, en comptabilité analytique, ça coûte $100 000. À l'heure actuelle, sous Gaza, on en a exploré 500 km. Voilà. D'argent qui pourrait servir au développement des personnes, des mœurs, au développement et autres, c'est à creuser comme des rats, des tunnels sous les trucs. C'est la moindre requête, la requête de base, méchante, c'est l'artisanal, c'est juste au-dessus du Boy Scout, c'est $10 000. La moindre, la base. Le tube, même pas en plastique. Voilà, c'est $10 000. Quand vous en voyez qu'il y en a 4000 qui tombent sur un camp d'un soir au lendemain, vous demandez quand même qu'il faut avoir 1, la logistique, 2, les gens qui savent faire, 3, le pognon, et 4, surtout, il faut arriver. Quand on vous dit c'est un cimetière à ciel ouvert, manifestement, la perméabilité aux obus, aux drones et autres est quand même ouverte largement. Ce n'est pas des propos de Vistro, ce sont des constats. Oui, c'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait maintenant pour un pays si riche qui est l'Iran, avec tous les surfaces de gaz et pétrole et tout ça, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a une région comme Sistan-Baloutchistan dont la population est en danger de famine. Si je peux me permettre de rebondir sur votre propos, chère madame, le côté, je dirais, épouvantable de la chose, c'est que l'État étant totalement défaillant ou bien ayant mis ses moyens sur d'autres objectifs, plus d'un sens, c'est la religion qui vient au secours en disant voilà, Dieu te donne ton paquet de riz, Dieu te donne ton ceci, c'est-à-dire c'est les différents, c'est le secours islamique, c'est le ceci-là qui pallie l'incurie provoquée par l'État. Donc la part est belle de ce côté-là. La nature ayant horreur du vide, vous lui offrez une autoroute, elle ne va pas y aller en patinette. Alors, pour passer sur une note positive, c'est que je suis persuadée, mais convaincue, que si le régime iranien tombe, parce que toutes ces histoires de l'islam idéologique est démarrée par Khomeini. Donc je suis persuadée qu'il va y avoir un changement radical au niveau mondial sur ce sujet. Et le dernier point positif, c'est que les femmes sont le talon d'Achille des talibans en Afghanistan, des mollahs en Iran et tous les groupuscules terroristes dans le monde. Voilà, merci beaucoup. On va faire un petit tour du côté de Jean-Cri qui nous a encore griffonné quelques dessins. Oui, effectivement, le sujet est inspirant. Alors, j'ai repris ce que vous disiez au sujet de l'Afghanistan. Un pays riche en métaux, pierres précieuses, pétrole et lithium, ce que je ne savais pas. Et donc, vous avez un barbu qui dit « le problème, c'est la femme ». Et puis une dame en burqa, comme sur votre dessin, qui dit « est-ce que tu es sûr ?» Et puis un peu plus léger, pour reprendre ce que vous disiez sur le nucléaire iranien. Beaucoup de tests et d'essais sans connaître, puisque manifestement, ils ne connaissent pas tout. Et vous avez toujours un barbu, mais cette fois-ci, qui lève les 2 mains. Il a 2 fois 6 doigts. Il a 3 pieds. Il dit « mais pas du tout, on maîtrise ». Excellent. Ce dessin, c'est vrai, ça fait sourire. Mais vu que j'étais spécialiste de radioprotection, je me dis, qu'est-ce qui va se passer à nos enfants une fois qu'on va découvrir toutes ces saletés que ces gens-là ont fait. Et en plus, on sait qu'ils l'ont fait proche des habitations, comme à Tchernobyl, alentour de Tchernobyl. En tout cas, c'est magnifique. Oui, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez expliqué. J'étais assez ignorante de ce qui s'était passé en Iran et en Afghanistan, relativement ignorante quand je suis venue. Moi, la question que je me pose quand même, qui est une question finalement plus individuelle et moins politique que ce que vous nous avez expliqué, c'est mais ces femmes qui sont emprisonnées, carrément, elles ont quand même des maris et des fils. Ils sont pas tous islamistes forcenés quand même. Enfin, je me dis, mais du coup, quelle éducation elles peuvent donner à leurs garçons et leurs maris, ils acceptent. Enfin, j'ai quand même, je me dis, ok, il y a les femmes, mais il y a des hommes aussi, autres que les talibans ou les mollahs.
il y a beaucoup de femmes qui sont veuves à la suite de la guerre. Et le problème vise surtout ces femmes-là, parce que compte tenu que vous devrez être accompagné par un chaperon pour aller chercher quelque chose, vous ne pouvez pas sortir sans. Vous ne pouvez pas sortir sans. Donc vous êtes encore plus condamné à l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller chercher l'aide humanitaire s'il y en a. Parce qu'avant, l'aide humanitaire par l'ONU et tout ça, c'était distribué par des femmes. Donc c'était des femmes aux femmes. Qu'aujourd'hui, vu que les talibans ont interdit le travail des femmes humanitaires, donc ces femmes-là sont là. Et si le mari est mort et puis qu'ils ont des filles, eh ben, ils vendent leurs filles. Et vu que d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants, c'est une sorte de fierté masculine et que le Dieu va leur donner à manger, et ben après, quand ils ont faim, et ben ils vendent des bébés. L'UNICEF a recensé un bébé de 10 jours qui est vendu pour être marié à un homme dont je ne sais pas quel âge, pour que les gens pour que la famille ait à manger. Donc ils vendent les enfants, les filles notamment. En ce qui concerne les filles, on donne moins à manger aux filles qu'aux garçons, parce que c'est les garçons qui travaillent. Et puis quand encore on ne peut plus quoi faire, parce que le souci c'est qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans les services, dans les champs, en tant que professeur, en tant que maîtresse de l'école, en tant que au niveau du gouvernement, les femmes de ménage, toute cette économie est disparue. Donc aujourd'hui, elles sont toutes en burqa et elles sont devenues des mendiants. Et en plus, ils ont interdit d'être mendiants. Vous voyez ? Et quant aux hommes, bon, évidemment, il y a des hommes qui sont outrés que leurs filles ne peuvent pas aller à l'école. Et encore, ils sont plus outrés parce que si un talib, maintenant, heureusement que tout le monde doit couvrir le visage, quand un talib voyait une fille dans la rue, le capter, kidnapper, violer, et sous prétexte que elle n'était pas tout à fait bonne musulmane, bah, la tuer et puis le jeter quelque part. Aujourd'hui, c'est une honte quand l'ONU dise qu'il y a la sécurité en Afghanistan. Mais avant la sécurité en Afghanistan, c'était les talibans qui mettaient les bombes. Maintenant, ils ne vont pas mettre les bombes pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, personne n'est en sécurité en Afghanistan. Et on a des témoignages on a préféré de lancer la gamine dans un puits de risque de ne pas être prise par un talib. Donc vous voyez la situation. Évidemment, ceux qui ont pu sortir avec leur famille, bah, tant mieux pour eux. Il y a des talibans qui emmènent leurs enfants pour faire des études à Doha et tout ça. C'est-à-dire ce problème-là, ils font tout ça pour le peuple afghan. Or, eux-mêmes, ils considèrent que les enfants, dont les filles, doivent faire des études. Et après, ce qui me heurte, quand vous regardez cet aéroport de Kaboul, il n'y avait que des hommes. Ils sont partis sans leurs femmes, sans leurs sœurs, sans leurs... Et là, maintenant, vous les voyez ici. Et moi, je connais une personne qu'on a sauvée qui est menacée par les talibans ici, à Paris. On lui a envoyé le message parce que tu avais des mandats législatifs, tu étais contre nous, on va te tuer. Donc, on est en sécurité. Je crois savoir qu'il y a à peu près 40 millions d'Afghans. En gros, 20 millions d'hommes, 20 millions de femmes. Combien il y a de talibans ? 20 millions ? Ou 100 000 qui tiennent le pouvoir et 19 millions qui s'écrasent. Pareil, presque la même question en Iran. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on estimait moins de 1 million de talibans quand ils sont arrivés. On ne peut pas dire que les 19 millions d'autres ne le sont plus. Parce que quand vous avez faim et que le seul choix que vous avez, parce qu'il n'y a plus de job, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien,
les talibans vous disent, écoute, si tu viens dans notre rang, on va te donner à manger à ta famille aussi. Vous voyez, on a notre souci, c'est que nos concepts a des difficultés de comprendre quand vous avez passé 60 ans dans la guerre et que vous avez faim et que vous ne voyez absolument pas une ouverture. Auquel s'ajoute que de toute façon, l'Afghanistan était un pays patriarcal où la femme, je ne vais pas dire n'existait pas, mais et surtout, donc peut-être à nouveau, ce qu'on n'a pas fait, c'est d'apporter toutes ces choses-là jusqu'au niveau des villages, pour qu'il y ait une prise de conscience, pour développer un petit peu cette version des choses. Et je pense aussi aux petites filles yéménites. Au Yémen, c'est courant aussi que les petites filles soient vendues par leur père. C'est la pauvreté et c'est la guerre. Donc c'est pour ça qu'on dit, le jour qu'on coupe la tête du serpent à Téhéran, enfin Yémen pourra respirer. Les Libanais sont très contents de ce qui se passe. Moi j'étais au Liban, j'ai visité les camps palestiniens. Petite question, Fahimene, hier tu étais à la remise des prix laïcité à la mairie de Paris, organisée par le comité Laïcité République, où tu as fait un discours, et notamment la lauréate du prix international de la laïcité, dans son discours, qui est belge, nous disait qu'elle aimerait une nouvelle législation par rapport à la question du voile en France, qui permettrait d'interdire le port du voile pour les mineurs. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais de cette proposition, et est-ce que tu penses que ça irait dans le bon sens ou pas ? Je pense que faire une loi, c'est pas du tout suffisant. Si à côté duquel on continue pas à faire une éducation dans les écoles sans que nos professeurs aient peur au ventre. C'est ça. Parce que si ils se sentent pas suffisamment protégés, ils vont pas aller jusqu'au bout des discussions. Et la petite fille va aller se plaindre, vous voyez. Donc c'est vraiment une question d'éducation. Ce que je vous disais, moi, quand c'est possible, c'est-à-dire je suis invitée, je vais dans les lycées. Et je suis écoutée dans le sens, j'étais à Évry justement, dans un lycée technique. Il y avait de troisième jusqu'au terminal. Figurez-vous, pendant 2h30, personne n'a parlé. Tout le monde écoutait. Parce que c'est une musulmane qui parle. C'est une musulmane qui parle et qui peut donner des réponses. Les musulmanes qui parlent, qui donnent des réponses sans heurter les convictions qui ont les uns et les autres pour dire, voilà, le Coran dit ça et le Coran n'a jamais dit qu'il faut porter le voile. Oui, justement, sur l'éducation, moi je trouve qu'il y a aussi un problème majeur. C'est, de toute façon, l'éducation, c'est à la base de tout. Donc, dans l'éducation, il y a l'histoire. Dans l'histoire, il y a la connaissance des évolutions des peuples et des religions. Les religions font partie des peuples depuis toujours et il n'y a pas de raison que ça change. Et en plus, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais le problème qu'on a, nous, ici, c'est que notre système éducatif n'est plus protégé par l'État. C'est-à-dire que c'est là où, à mon avis, on a un vrai problème dernièrement. Les deux cas qu'on connaît, Paty et autres, sont des caricatures de la situation dans laquelle on est. Ici, dans nos quartiers, il ne faut pas oublier qu'on met l'islam au-dessus de la République. Mais de dire la République doit être devant l'islam, ça n'arrangera rien. Par contre, d'expliquer, par exemple, les origines des religions, le tronc judaïste, les branches chrétiennes, et moi je l'ai fait ici, chrétiennes et musulmanes, en disant que de toute façon c'était le même tronc, ils entendent ce genre de choses. Donc moi, depuis des années, je dis qu'il faut qu'on fasse un travail d'éducation, mais au sens large et au sens où on arrive à mener des jeunes à se poser des questions sur eux-mêmes et à se poser des questions sur la façon dont ils apprennent. Ici, ils ont des possibilités immenses d'apprendre un maximum de choses et d'ouvrir leur esprit. On leur ferme l'esprit ici, on ne leur ouvre pas.
Donc, comment on peut faire pour déjà sécuriser le système éducatif, mais vraiment le sécuriser? Et deuxièmement, comment on peut faire pour, même en sortie du système éducatif, en utilisant nos moyens ici par exemple, pour faire venir des jeunes et leur dire, voilà, parlez, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous comprendre et parler avec vous et vous expliquer des choses qu'on ne vous a jamais dit. Bien sûr. Il faut qu'on crée dans les enfants l'esprit critique. Mais si, on a fait un test. C'est ma fille qui l'a fait. Elle a fait ma fille, elle a un doctorat en relations internationales et sa thèse était l'impact de l'éducation, de la paix dans les pays à conflit. Et alors, elle a fait elle a préparé un petit cahier avant d'instruction civique dans un pays post-conflit qui est Burundi, où il y a eu une guerre civile, qui a eu beaucoup de personnes tuées. Et que les guerriers allaient, quand les garçons étaient dans les champs, il allait les récupérer comme enfants soldats. Donc ce cahier-là a été fait sur la base comme des petites pièces de théâtre où l'enfant est acteur. À la suite, d'abord, ils ont formé les professeurs et après les professeurs ont enseigné à ces écoles, à ces classes de tests. Le résultat était la chose suivante. 3 indicateurs. 1, les notes des élèves ont augmenté. 2, les conflits dans la cour de l'école a diminué. Pourquoi les notes ont augmenté? Parce que le gamin n'était pas stressé. Qu'est-ce qui va m'arriver lors de la pause? Et troisièmement, l'enfant va, et ça je l'ai expliqué dans le livre, l'enfant va en parler à la maison. Et ces petits mots qu'il va dire quand il y a des conflits à la maison, le papa qui crie sur la maman, vice-versa, et ça a un impact. Et cet impact-là, après, il l'emmène, c'est les parents qui l'emmènent dans la communauté. Donc ça commence, c'est le gamin qui est le centre de l'éducation et non pas le professeur. Et ainsi, petit à petit, on emmène ça jusqu'à la communauté. Et nous, on l'a vu, et je le dis dans le livre, on a visité 4-5 écoles en Afghanistan où cette méthode-là a été implantée. Et c'était incroyable. Et puis les enfants, tout le monde voulait venir à cette école, parce que dans chaque école, il y avait une classe. Mais vous voyez les enfants qui regardaient par la fenêtre, qui faisaient pour voir comment ça se passe, parce que pour eux, jamais ils se sentaient acteurs au centre d'un dispositif éducatif. Et une fois, je ne sais pas, un inspecteur académique, je leur ai dit comme ça, ça serait bien de faire une éducation à la non-violence, à l'éducation nationale. M'a regardé comme ça, madame. Il y a tout à fait autre chose qui sont en train de se passer, on n'a pas besoin. Des visionnaires. Eh bien, merci beaucoup, Fahimel. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Nourri. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. On rappelle le livre de Fahimel, donc Femme, Vie, Liberté, Parlons-en, qui est aux éditions Edilivre, voilà, que vous pouvez acheter si vous le souhaitez. Et puis merci beaucoup, parce que je pense que ça a été vraiment très éclairant pour tout le monde. La prochaine fois, on va se retrouver le jeudi 5 décembre, de nouveau à la MJC Centre social Simone Signoret. On reprend nos bonnes habitudes et on va parler laïcité et sport. Et on aura Maxime Moulazahed, qui est commentateur sportif, qui viendra traiter du sujet. Et puis je vous annonce aussi que bientôt le 9 décembre arrive, et le 9 décembre c'est bien sûr l'anniversaire de la loi 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État. On vous propose un programme au réseau d'échange réciproque de savoir tout à fait pertinent et intéressant, et notamment nous serons à l'Espace des Deux Bois ici même le soir pour une projection débat du film Amal, un esprit libre, donc qui sera aussi un bon moment. Et juste avant, on aura une remise des prix de ceux qui auront fait le MOOC
de l'École Marianne. J'en dis quelques mots. L'École Marianne a organisé un MOOC que vous pouvez faire en ligne pour comprendre et maîtriser la loi du 24 août 2021 renforçant les principes de la République. C'est une formation complètement gratuite que vous faites en ligne comme vous le voulez. Et si vous l'avez fini avant le 9 décembre, donc, vous pourrez recevoir le diplôme de l'École Marianne. Donc vous allez tout simplement sur le site pour pouvoir le faire. Merci à tous et puis je vous dis rendez-vous au mois prochain. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.